Ça enregistre? Ça enregistre. Donc, il y a une première présentation qui va être faite par ma collègue Geneviève Dufour-Tremblay, qui va présenter les grandes lignes de notre réflexion sur l'éventuel programme. Ensuite, on va prendre une période de questions sur cet aspect-là. Ben, c'est un peu, ça va mettre la table, en fait, sur les perspectives que ça ouvre. Et ensuite, nous aurons en cascade les présentations de M. André Michaud, de Canard Illimité, de Marie-Claire Leblanc, du groupe de recherche en écologie des tourbières, et de Pascal Biron, de l'Université Concordia, que je présenterai à tour de rôle. Donc, on commence avec Madame Dufour-Tremblay, qui est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise de recherche en biologie à l'Université Laval, dans le domaine de l'écologie forestière. Après ses études, elle s'est jointe au ministère de l'Environnement, où elle a d'abord travaillé à l'approche québécoise de lutte contre les changements climatiques. Depuis 2014, elle œuvre comme biologiste chargée de projet pour la conservation des milieux humides du Québec. Elle a contribué à l'élaboration de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques et travaille actuellement au développement de divers outils pour mettre en œuvre cette loi, dont le programme de restauration de ces écosystèmes. Madame Dufour-Tremblay. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Excellent. Alors, voilà, ça fonctionne. Bon, je suis bien contente aujourd'hui de venir justement là, vous parler un peu du programme de restauration des milieux humides et hydriques à venir sous la lorgnette des plans régionaux. Donc, on l'a vu au cours des 2 dernières journées là, que la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques avait mis en place là, 5 mécanismes d'intervention pour atteindre l'aucune perte nette. Bon, pour les prochaines 15 minutes, on va se concentrer davantage sur les plans régionaux et la restauration, puis sur le programme. Ça va être un peu les 2 parties de ma présentation. Attendez, je vais juste baisser ça ici. OK. Donc, voilà. Bon, je vais changer plus loin que ça. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Je sais pas pourquoi ça n'avait pas changé. Oui, je pensais que c'était... Mais non, la fenêtre est là. OK, ça marche. Donc, voilà, on l'a dit à plusieurs reprises, donc les plans régionaux vont viser à identifier des milieux humides et hydriques sur leur territoire, dont, entre autres, ceux qui pourront être restaurés pour en améliorer l'état et les fonctions écologiques, et les milieux qui vont présenter un potentiel pour la création de ces écosystèmes-là. Et en fait, on va demander au MRC de venir équilibrer les pertes anticipées par le développement du territoire avec les possibilités de restauration ou de création de milieux en termes de superficie puis en termes de fonctions écologiques également pour venir viser, atteindre l'aucune perte nette, du moins de façon stratégique. Et en fin de compte, les MRC vont avoir la possibilité d'innover par leur proposition de milieux à restaurer en priorisant des zones et des sites à restaurer, vraiment selon leurs enjeux et leurs objectifs de conservation qui auront été ciblés lors du diagnostic dans les plans régionaux. Évidemment, pour faire en sorte d'obtenir une restauration éventuelle qui serait la plus pertinente sur leur territoire. Donc, on a vu entre autres Monsieur la Jeunesse là, avec la MRC de Brome-Missisquoi qui sont vraiment venus cibler finalement les problèmes sur leur territoire, d'eutrophisation des lacs, je crois, et d'inondation. Puis, les possibilités de restauration, ils les ont fait tourner autour, justement, de milieux qui permettraient la filtration des eaux et, évidemment, la régulation des crues. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on voudrait tendre pour ce qui est de la restauration dans les plans régionaux. Un peu comme pour toutes les étapes que l'on a présentées hier, la démarche va être propre à chaque MRC, donc on n'oblige pas une démarche en particulier. Il y a plusieurs sources d'informations qui pourront être utilisées pour venir cibler des zones de restauration potentielles. Donc, entre autres, à partir du plan régional, vous le savez, il y a une section qui porte sur le bilan des perturbations, l'état des milieux et des problématiques. Donc, on pourrait cibler, par exemple, là où il y a une grande concentration de drainage de milieux humides ou encore des pressions de routes de VTT, comme on a vu ce matin également, pour venir cibler des zones. Évidemment, on en a parlé beaucoup aussi, les acteurs locaux sont des personnes qui vont être très utiles, donc des organismes qui connaissent le terrain, qui connaissent leur milieu et qui donc pourraient aider là, à cibler des zones intéressantes. Il y a aussi des outils existants déjà, comme des cartes de pertes historiques de milieux humides ou encore de linéarisation des cours d'eau, qui peuvent être utilisés. Également, on l'a vu encore une fois ce matin, l'Atlas des milieux naturels peut être un bon outil
une bonne amorce finalement pour la réflexion, étant donné que l'ensemble des milieux humides et hydriques sont catégorisés, hiérarchisés finalement selon l'ampleur des fonctions écologiques qu'ils rendent. Donc, on pourrait aller finalement chercher, creuser à travers les milieux qui auraient moins de fonctions. Donc, possiblement que ça pourrait être des milieux qui pourraient être bonifiés ou restaurés. Il y a aussi de plus en plus de techniques géomatiques qui visent à l'automatisation d'identification de zones à restaurer avec le LIDAR et les modèles numériques d'élévation, entre autres. Donc, voici un flowchart. Je ne sais pas si arbre décisionnel, c'est la parfaite traduction. Mais sans entrer dans les détails, je vais vous montrer, c'est ça que il y a moyen de venir automatisé en utilisant du LIDAR, des orthophotos, une carte topographique, des outils, des données que vous avez qui sont de plus en plus disponibles finalement, et puis dont on peut dériver là, la pente, toutes sortes de variables et de paramètres qui vont nous conduire à identifier des conditions qui sont optimales pour les milieux humides, donc des sites qui pourraient être restaurés. Ça, c'est des travaux de Nouvelle-Zélande, mais il y en a un peu partout à travers le monde. Également, on voit ici l'utilisation du LIDAR pour évaluer la densité des canaux de drainage dans un milieu humide, qui est en bleu. Là. Puis on voit facilement là, toutes les petites lignes qui sont des canaux là, qui viennent drainer puis nuire au bon fonctionnement hydrologique du milieu humide. Donc, on pourrait utiliser un seuil, par exemple, de pourcentage là, de canaux de drainage pour cibler cette section-là là, comme un milieu à restaurer. Également, si on superpose les modèles numériques d'élévation avec ces canaux de drainage-là, ben, on peut venir vraiment cibler là, des milieux humides qui seraient drainés et des anciens milieux humides donc, dont la topographie nous montre qu'ils existaient et qu'ils ont été drainés. Donc ça, ce sont des travaux en Alberta qui ont été faits assez récemment et qui peuvent justement être une inspiration là, dans vos propres travaux. Donc, une fois qu'on a fait cette priorisation de restauration-là dans le plan régional, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Bien, c'est certain que le plan régional va servir à fournir un éclairage territorial pour sélectionner des sites optimaux de restauration. Donc, je dirais qu'il y a un peu deux cas de figure dans lesquels ça va servir. Évidemment, le programme de restauration et création de milieux humides, parce que les acteurs qui voudront appliquer à ce programme-là pourront évidemment utiliser le plan régional comme un outil de choix. Il y a aussi un autre cas dont je voulais vous glisser mot. Évidemment, dans le cas qui m'était parti, je ne pouvais pas commencer à vous expliquer l'ensemble du règlement sur les compensations financières. Mais néanmoins, je pense que les MRC dans la salle probablement sauront qu'ils peuvent se prévaloir d'une possibilité. Donc, lorsqu'il y a une contribution financière à payer parce qu'il y a un milieu humide ou hydrique qui est affecté dans le cadre d'une demande d'autorisation, il y a la possibilité de remplacer cette contribution-là par des travaux de restauration à la demande et pour certains travaux. Donc, lorsque les MRC veulent faire, par exemple, une infrastructure routière, des infrastructures plus linéaires ou encore aménager un parc industriel, eh bien, elles ont la possibilité de fournir un plan de restauration et de faire des travaux en remplacement de la contribution. Et donc, évidemment, lors de l'élaboration d'un plan régional, si on est déjà au courant, si la MRC envisage déjà, par exemple, de changer, d'agrandir un parc industriel, mais ce serait très cohérent de venir inclure dès la réflexion, dès l'amorce, des possibilités de restauration là, pour équilibrer les pertes anticipées. Et puis, par la suite, ben, les directions régionales vont pouvoir utiliser ce plan régional-là pour évaluer les différentes options de restauration possibles. Évidemment, ce serait à l'intérieur de certaines balises de restauration. Donc, on travaillait déjà depuis longtemps sur des balises pour essayer d'aider nos directions régionales à bien évaluer les projets de restauration qui nous sont soumis, Et ces balises-là, pour l'instant, sont plutôt à l'interne, donc au niveau des directions régionales. Mais dès qu'on va avoir atterri sur quelque chose de vraiment final, on va les rendre disponibles à tous. Donc, j'en mentionne quelques-uns. Évidemment, c'est idéalement, et puis c'est sujet à changement, là, mais de façon générale, on souhaite que les compensations par restauration soient le plus proche possible du site affecté, qu'elles soient le plus similaires à l'écosystème perdu, et idéalement humide pour humide, hydrique pour hydrique. Évidemment, le plan régional va prendre toute son importance là-dedans aussi, là. Puis, de toute façon, s'il y a des justifications adéquates, ben on peut, dans le fond, c'est un peu une approche qui peut être flexible. Donc, je dis humide pour humide, mais hydrique pour hydrique, mais si il y a une justification là par rapport aux enjeux d'une MRC, par exemple, ben, il y a possibilité d'adapter. Donc, on a également aussi formé un comité dans la période un peu de transition
pour juger là, des différents programmes, des différents projets de restauration qui pourraient nous être soumis. Donc, des experts des directions régionales et puis au central. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de ma présentation, donc vraiment plus sur le programme de restauration et création. Vous aurez compris peut-être que les balises dont je viens de vous parler vont plus ou moins s'appliquer, étant donné que la restauration va passer dans ce cas-ci par un programme. Donc, depuis l'instauration du nouveau régime environnemental en 2017, lorsqu'il y a un demandeur d'autorisation qui affecte des milieux humides, évidemment, il passe par l'étape d'éviter et minimiser là, dans le processus d'autorisation environnementale, puis il aura possiblement une contribution financière à verser. Donc, contribution qui est fixée là, par un calcul qu'on retrouve dans le règlement justement du même nom, qui inclut rapidement là, un coût de base de 20 $ le mètre carré, qui a été fixé en regardant là, la palette des coûts de restauration là, qui pouvaient être envisagés là, au Québec, au Canada. Donc, on a regardé ça, puis on est arrivé avec un montant de base qui possiblement qui sera suffisant, on l'espère, qui pourra être ajusté également là, lorsqu'on va réviser ce règlement-là. C'est déjà prévu que 2 ans après son entrée en vigueur, le 20 septembre 2018, donc 2 ans plus tard, on réévalue là, finalement ces paramètres-là. Puis, le règlement va aussi inclure un facteur de modulation régionale, donc abondance des milieux humides, pression de développement également. On tient compte de l'état initial du milieu, puis de l'ampleur et du niveau d'impact de l'activité sur le milieu. Puis enfin, on prend en compte également la valeur moyenne des terrains vagues de la MRC sur lequel se fera le projet de développement va se faire. Et puis ça, c'était parce que c'est vraiment le paramètre qu'on a estimé le plus représentatif finalement de lorsqu'il y aura restauration et qu'il faudra acheter des terrains, par exemple, il y a des fortes chances que ce soit des terrains vagues qui soient achetés. Donc, on a fait ça en collaboration avec le MAMACH pour cette portion-là. Donc, une fois que la contribution financière est établie, elle est versée au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État, le FPE-DHE. Joli nom. On a eu beaucoup de questions sur ce fonds-là qui a été officiellement instauré en 2017. Donc, je vais vous demander un petit effort d'imagination là pour vous expliquer comment fonctionne ce fonds-là. Imaginons-le comme un classeur avec plusieurs tiroirs dans lesquels sont versés différents revenus ministériels. Donc, entre autres, les tarifications pour les autorisations environnementales, les sanctions administratives pécuniaires, les amendes diverses, attestations d'assainissement en milieu industriel, etc. Puis, il y a un dernier tiroir aussi qui représente finalement les contributions financières liées au milieu humide et hydrique. Et les plus gros sur ma photo. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je vous laisse y penser. Et puis, ces contributions financières-là sont étiquetées par MRC et par zone de gestion intégrée de l'eau, donc par bassin versant. Puis aussi un étiquetage là, si ça tombe dans un des tronçons du fleuve. Et donc, voilà, l'idée derrière ça, c'est de récolter le plus d'informations possible sur les contributions financières, les projets associés, les pertes également, les superficies, les types, etc. pour un éventuel bilan, donc pour venir rendre compte finalement des gains et des pertes dans quelques années. Donc, cet argent-là est versé au programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques. Et par la suite, ça va être un tiers qui va exécuter la restauration au lieu du promoteur. Puis à moyen, court, moyen, on l'espère, terme, eh bien, les milieux humides vont être restaurés par le tiers. Puis, cette approche-là, en fait, on l'a mis en place parce qu'auparavant, évidemment, on demandait aux initiateurs de projets de trouver des sites de compensation, que ce soit par protection ou restauration. Et puis, vraiment, les dernières années avaient démontré là, que c'était pas nécessairement toujours eux les mieux placés pour faire ces travaux-là. Puis ça, d'ailleurs, dans le cadre de toutes les consultations qu'on a menées, là, les différents acteurs en ont même convenu, puis tous tendaient vers cette direction-là. Donc, grâce au mécanisme que je vous présente là, on s'assure pour les développeurs du territoire d'une certaine prévisibilité, de réduire les délais, mais surtout, on s'assure d'avoir des fonds pour que les bonnes personnes qui ont l'expertise là viennent contrebalancer les pertes. Donc, maintenant, dans la loi sur l'eau, section 4, il y a beaucoup d'informations là qui portent sur le programme. Puis souvent, on ne va pas nécessairement lire tous les articles de loi, alors je vous en reparle un peu. Donc, c'est un premier programme sur 3 ans, comme bien des programmes gouvernementaux là, des dernières années. Puis, la loi sur l'eau indique qu'il doit être publié le 16 juin 2019, donc c'est très bientôt. On travaille fort là-dessus, hein, dès que le forum est fini. Là. On se remet là-dedans. Évidemment, il doit contribuer à l'atteinte de l'aucune perte nette et il y a un bilan décennal là, qui devra être déposé à l'Assemblée en 2027. Donc, le ministre en est responsable.
Objectif, ben, vous l'aurez deviné, restaurer et créer des milieux humides hydriques fonctionnels pour contrebalancer les pertes encourues. Ça vise aussi à développer le développement d'une expertise en restauration écologique vraiment dédiée à ces milieux-là. Donc, évidemment, là, il y a beaucoup de projets qui se font sur le territoire déjà de restauration, mais il y a davantage pour certains types, donc il y a encore des choses à aller chercher à apprendre là-dedans. Puis, de façon générale, on manque un peu de plateforme pour diffuser cette information-là. Donc, c'est une des choses qu'on veut faire aussi, là, qui est indiquée dans la loi, c'est-à-dire montrer, diffuser là, à la fois l'information sur les pertes de milieux humides, sur les gains, sur les meilleurs projets et tout ça. Puis, d'ailleurs, on espère que ça va faire un peu comme la question des sols contaminés au Québec. On a instauré un nouveau cadre légal et réglementaire en 2000, autour des années 2000. Et puis, ça a vraiment galvanisé finalement le développement de l'expertise de décontamination de sols au Québec. Donc, on espère que ça fera un peu ça pour les milieux humides. Ensuite, les enveloppes seront réparties selon les bassins versants et ultimement selon les MRC. Et puis, il y a possibilité de déléguer en tout ou en partie le programme. Évidemment, là, pour mettre en place un tel mécanisme, ça nécessiterait minimalement que les MRC disposent d'un plan régional. Puis dans les délais là, impartis d'ici juin, ça complexifierait fortement la conception du programme. Donc, c'est possible que ce soit pas actif là, dans les 3 prochaines années. Donc, je passe aux hypothèses de travail. Donc là, vraiment, c'est des choses qu'on explore, c'est pas encore fixé. D'ailleurs, on est allé voir les praticiens de la restauration en janvier dernier. On a tenu 2 jours d'ateliers de travail avec vraiment les gens qui concrètement font de la restauration. Donc, c'était sur invitation. Ça a été super populaire. On a eu plein de demandes. On a dû refuser des gens. Alors vraiment, ces derniers mois, les activités du ministère sont populaires. Ça fait du bien, hein? C'est toujours le fun. Donc, on est venu chercher des gens du monde municipal, des OBNL, des firmes de consultants, puis aussi de la recherche universitaire pour essayer de travailler en ateliers thématiques réduits, là, en petits groupes, sur différents thèmes. Donc, les défis de la restauration, qu'est-ce qu'on veut financer, qu'est-ce qu'on devrait pas, etc. Puis, bon, je pense pas que j'ai le temps, mais je pourrais vous en reparler un peu du retour de qu'est-ce qu'on a conclu. Clientèle que l'on pense qui sont accessibles au programme, ben ce serait toute organisation finalement publique ou privée. Les MRC, évidemment, au premier titre, si elles le souhaitent. Les particuliers puis le gouvernement ne seraient pas admissibles. Il y a différents volets qui sont envisagés aussi, donc un appel à idées préliminaires et par la suite à projets détaillés. Donc vraiment pour obtenir les meilleures idées. Donc on encouragerait les gens à venir déposer leurs idées. Celles qui sont sélectionnées pourraient avoir un montant forfaitaire pour poursuivre finalement la préparation de leur projet, puis soumettre par la suite quelque chose de plus détaillé, donc vraiment aller venir financer à ce moment-là la réalisation du projet. Il y a aussi des appels à projets thématiques qu'on voudrait instaurer parce qu'évidemment, il y a des bassins versants où il y a peu de fonds disponibles. Donc là, on essaie fort d'aller chercher une mise de fonds gouvernementale là, pour ce volet-là. Il y aurait aussi possibilité de garder une petite fraction là, de l'enveloppe générale là, pour ces projets. Et puis, il y a peut-être un appel à projet pilote qu'on examine là, pour les premières années, c'est pas encore fixé. Admissibilité, évidemment, on va souhaiter que les projets déposés, là, peu importe sous quelle forme ça prendra, là, peu importe quel volet, mais qu'ils devront respecter les objectifs du programme, qu'il y ait une certaine expertise en restauration, soit du demandeur, soit des partenaires associés, que l'équipe soit multidisciplinaire, donc autant au niveau peut-être de la recherche, des personnes plus terrain, des personnes plus planifs, et aussi qu'elles aient un soutien municipal. Donc, on en a parlé beaucoup de l'importance finalement de la concertation puis de l'aval des différents acteurs. Je vous présente aussi quelques exemples de grandes catégories de projets admissibles ou non. On va en voir des très intéressantes aussi par la suite de toute façon. Si je regarde vite du côté de l'hydrique, de l'humide, pardon, ben on pourrait proposer un rétablissement de la dynamique hydrologique d'une tourbière, hein, évidemment, boucher des canaux, etc. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens-là déjà. Aménager un cours d'eau, reméandrage de chenaux, etc. C'est le genre de trucs qui pourraient être admissibles. Par contre, ce qui découle d'obligations légales comme la conformité aux bandes riveraines en milieu agricole ou ailleurs, là, ce serait pas admissible parce que bon, il y a déjà une obligation de s'y conformer. Comme je le mentionnais tout à l'heure, des travaux de remplacement de contributions financières ne seraient pas admissibles non plus parce que, en fin de compte, le demandeur remplace sa contribution financière par des travaux dont doit en assumer les coûts. Enfin, la priorisation des projets serait faite probablement par un comité d'experts indépendants avec des experts, là, soit des directions régionales, centrales, en tout cas un mélange un peu de tout ça, avec une grille d'évaluation par pointage. Donc, on va pouvoir venir sélectionner les meilleurs projets selon les critères, comme par exemple ceux qui proposeront une plus grande superficie à restaurer ou davantage de fonctions, etc. Et la pondération sera différente selon les
selon les critères, là, finalement, comme dans bien des programmes à l'heure actuelle. Pour ce qui est de la pérennisation, ben, il y a une des options qui serait souhaitable de mettre en place, c'est vraiment utiliser la désignation d'un milieu sur plan qui a été introduite, en fait, qui existait déjà, mais qu'on a bonifié avec la loi sur les milieux humides et hydriques, donc dans la LCPN, loi sur la conservation du patrimoine naturel. Donc, on peut désormais y admettre des milieux humides et hydriques qui ont fait l'objet de travaux là, dans le cadre du programme. Ensuite, complémentarité, programme et plan, ben, vous aurez compris finalement que les plans régionaux, ce sera un outil de choix pour identifier les meilleurs projets à soumettre au programme, ceux qui vont répondre à des enjeux ciblés par les MRC, donc il y aura un critère, est-ce que ça répond au plan régional ou à une planification régionale, qui auront le soutien de la ville ou de la MRC, qui vont avoir été déjà un peu en concertation avec les acteurs du milieu, donc qui auront déjà une longueur d'avance à cet effet-là, et puis qui seront porteurs, structurants et d'envergure. Donc, c'est le genre de projet qu'on va souhaiter le mettre de l'avant avec le programme. Enfin, celui-ci va pouvoir permettre d'orienter et d'ajuster votre planification de priorité de restauration. Évidemment, lorsque les critères seront connus, ça va vraiment faciliter. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et, ben, mon Dieu, voilà, j'ai parlé vite. Je termine là-dessus. Ça va être un programme assez novateur. Donc, c'est une grosse tâche quand même que s'est donné le ministère là, en termes de responsabilité pour l'aucune pertinente et tout ça. Donc, premier programme de 3 ans, toujours en conservant en tête que ce sera sur une perspective décennale qu'on va pouvoir vraiment juger des résultats, tant pour le suivi des projets là, que pour l'aucune pertinente. Et puis, je pense que de toute façon, l'idée qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec tout ce cadre légal nouveau là, qui déstabilise un peu, c'est vraiment de faire une convergence des acteurs vers, entre autres, la restauration pour rebâtir nos milieux naturels, puis redonner au territoire une partie de ce qu'il nous a donné pour permettre ce développement-là, finalement, économique. Et puis, ben, j'espère qu'on va réussir à mettre en place dès maintenant les assises d'une restauration qui va fonctionner, là, puis qui va nous conduire à retrouver les écosystèmes perdus. Puis, j'espère aussi que dans quelques années, peut-être qu'il y a un groupe des 5 qui va émerger spontanément pour faire un forum sur la restauration, qui sait. Je l'espère. Voilà. Je vous remercie. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. Pardon. Je l'avais mis ici au cas où, c'est bon, ça. Dans le cadre des ateliers de restauration qui ont eu lieu en janvier dernier, évidemment, on n'a pas pu inviter tout le monde qu'on aurait voulu. Donc, on a un peu reproduit les mêmes questions qu'on travaillait lors des 2 jours dans un sondage qui est disponible actuellement jusqu'au 11 mars. Donc, si vous faites partie des gens qui font de la restauration, que ce soit dans vos MRC ou dans d'autres organisations, bien, je vous invite à aller répondre à ce sondage-là, une personne par organisation, si possible. Puis, voilà, c'est tout pour vrai. Merci beaucoup, Geneviève. Alors, on va prendre quelques questions sur cette entrée en matière avant de passer aux présentations de 3 présentateurs qui vont nous montrer d'excellents exemples ou peut-être des mauvais cas des défis plus difficiles de restauration. Merci de vous avancer au micro et de vous nommer et de dire pour quelle organisation vous travaillez. Portrait Klein, Pôle Québec. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec la politique de protection des rives, des plaines inondables? Est-ce qu'on va faire des restaurations dans les plaines inondables? Qu'est-ce qu'on va faire là? Est-ce que la politique sera adaptée pour qu'elle soit finalement mordante et qu'on a l'obligation de suivre ce qu'il y a dans la politique, sans doute de l'évolution qui est en train de se faire au ministère là-dessus? Est-ce que c'est pour ça? Oui, ben, il y a dans le fond 2 choses. La première, c'est que le règlement concernant la compensation des milieux hydriques prévoit qu'il y aura, s'il y a atteint un milieu, à une plaine inondable, finalement, c'est couvert par le règlement, donc il y aura des compensations qui seront demandées, ce qui implique au final la restauration dans les plaines inondables qui va être aussi finançable, financée. Là, à l'heure actuelle, à cause de l'espèce de chevauchement, là, la modernisation de la loi sur la qualité de l'environnement n'est pas complétée encore. Donc là, pour l'instant, on ne demande pas de compensation en plaine inondable et en rive, mais normalement, dans les prochains mois, ça va se régler. Puis deuxième aspect, en fait, concernant la politique, je sais que bon, il y a eu des demandes là, pour la mettre à jour sous une forme qui reste disponible. Donc oui, effectivement, il y aura ça à faire pour faire en sorte d'harmoniser les démarches.
Oui, tu peux compléter bien sûr. Effectivement, la modernisation de cette politique-là est nécessaire. C'est un engagement qui est pris dans la stratégie de l'État au printemps dernier. Il y a aussi un volet du plan d'action sur les inondations qui comporte une révision en matière de gestion des environnementales. Donc, on a une politique gouvernementale qui est contrôlée du ministère de l'Environnement. Beaucoup de choses à réfléchir, mais c'est bien que est-ce que ça demeurera une politique? C'est ça, c'est la question. Ça fait partie des questions. Merci, Nathalie. Bonjour, Stéphane Morin, merci mademoiselle. En fait, j'avais une petite question concernant le temps qui passe. En fait, le temps dans le temps que les MRC vont déposer leur plan régional des milieux comment va se faire la restauration, notamment au niveau des chanteurs qui peuvent remplacer leur construction financière par les travaux. S'il n'y a pas de plan régional pour restaurer, vous avez parlé d'y aller au plus proche, mais si on n'a pas d'idée, s'il n'y a pas de grand site déjà, il peut y avoir un appel pour un remercier de notre côté, un spot, ou comment ça fonctionne? Ben, en fait, avant les plans régionaux, avant toute cette démarche-là, il y avait quand même déjà, je veux dire, des projets de restauration qui étaient faits là, en lien avec les demandes d'autorisation ministérielle. Puis à ce moment-là, c'est au promoteur de chercher sur son territoire, de faire appel aux organismes locaux, de contacter effectivement les villes et les MRC pour cerner finalement là, des options de restauration qui vont être proposées par la suite dans un plan de restauration qui va être analysé par la direction régionale. Donc, selon les balises dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va certainement faciliter grandement les plans régionaux, mais d'ici là, c'est déjà en cours. Là, on a déjà des projets qui nous sont proposés, donc il existe quand même d'autres alliés dans la recherche de ça. On va prendre 2 autres questions, ensuite on poursuivra, puis à la fin, on pourra toujours revenir sur la présentation de Geneviève. Bonjour, Marc Léger de Ville de Terrebonne. Je vais s'excuser parce que c'est pas mal ma question. Effectivement, pour les 3 premières années, le programme sort en 2019, les plans c'est 2022, donc ça se peut qu'il y ait déjà aussi plus de projets sur la table que d'argent qu'on a, donc il va falloir avoir quand même un certain mécanisme de priorisation. Ce ne sont pas les plans régionaux que vous avez parlé de comparaison avec les sols contaminés. Il y a des experts accrédités par le ministère. Est-ce que vous envisagez cette avenue-là aussi pour les experts dans la restauration? Parce qu'on sait que dans tous les domaines, on a des charlatans. C'est une bien bonne question. Oui, dans le fond, ça fait quand même plusieurs fois qu'on nous fait cette remarque-là. Lorsqu'on élaborait la loi, on se l'est fait demander effectivement. Dans la loi, concernant les milieux humides et hydriques, on est venu au moins identifier des professions là, qui pouvaient, dans le fond, cibler ceux qui pouvaient faire des caractérisations et tout ça. Mais l'idée de faire une certification, elle demeure dans nos cartons. Là, on a beaucoup de liens avec à l'Université Laval, entre autres, avec des chercheurs qui voudraient peut-être s'en aller vers ça, des nanoprogrammes qui permettent de faire une genre de certification. Donc, oui, c'est un bon commentaire, puis on travaille là-dessus. Là. Moi, Doda, je vais dire la ici. Je voudrais savoir comment se fera la répartition géographique des fonds de restauration. C'est-à-dire, par exemple, une unité fait des compensations en Martinique. Est-ce que ces fonds seront utilisés en Martinique ou bien dans une autre région? Oui, c'est ça, comme je le mentionnais, là, c'est vraiment indiqué dans la loi sur l'eau que les contributions financières qui sont versées dans une MRC seront retournées dans cette même MRC-là. Donc, c'est vraiment, on est vraiment liés légalement, là, on a vraiment cette obligation-là. Une dernière question pour qu'on puisse passer aux prochaines présentations. Oui. Déjà, dans le programme de conservation, de restauration des milieux, dès qu'on se frappe à des sols contaminés, on les bloque et on ne peut plus agir en tant qu'organisme communautaire. Vu que c'est un nouveau programme où on peut encore déterminer les critères, est-ce que vous allez penser à des mesures pour
gérer ces aspects-là présente le sol contaminé qui ne ferait pas tout le projet en jeu? Oui, en fait, oui, on y a pensé. On sait que c'est un enjeu. Puis, nous, dans les prochains mois, là, on veut essayer de voir comment on peut faire des arrimages avec le MRN pour les sols qui peuvent pas le Bref, oui, avec les équipes qui sont responsables, par exemple, des programmes là, pour attribuer des fonds pour justement la décontamination de ça, voir s'il y a moyen de faire un affinage avec eux pour, par exemple, qu'ils complètent l'enveloppe, par exemple, parce que des sols contaminés qui sont découverts durant les premières étapes préliminaires du projet. Bien, merci beaucoup. Donc, notre deuxième présentateur, M. André Michaud, gestionnaire de site de conservation et services conseil Canard Illimité. M. Michaud travaille pour Canard Illimité depuis plus de 24 ans et a une multitude de dossiers alliant la biologie, l'agronomie, la géomatique, la négociation d'ententes de conservation et de développement de projets d'aménagement faunique. Il dirige depuis 2011 le programme de conservation des sites protégés et aménagés à travers le Québec. Et à ce titre, il encadre des actions réalisées par une équipe multidisciplinaire œuvrant dans la biologie, le génie civil et les aspects légaux. Ces actions visent principalement l'acquisition de milieux humides, la restauration de marais ainsi que la gestion durable des sites de conservation de Canard Illimité au Québec. M. Michaud, bienvenue. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci du privilège de me donner du temps d'antenne pour venir vous parler de restauration dans un contexte ou dans une formule fort sympathique parce que j'ai presque le privilège de me tromper dans la première présentation parce que je représente à 3h30, donc je ferai mieux à la deuxième vague. Donc, 43 ans d'enseignement. 43 ans à vous présenter en 15 minutes, vous allez comprendre qu'on peut pas passer à travers tout ce qu'on a fait, mais on va vous présenter deux cas qui illustrent bien le potentiel puis surtout la faisabilité de la restauration de marais. Donc, notre mission, bien entendu, chez Canard Illimité, c'est toujours de conserver les milieux humides, les habitats qui se rattachent, bien entendu pour nos amis les canards et les poissons, mais également pour l'humain. Là, vous allez comprendre que notre mission est dans la thématique de la journée. C'est quasiment un privilège, encore une fois, d'être ici pour vous parler de ça et d'avoir un paquet de monde qui se rallie à notre mission. C'est magique. Depuis 1976 au Québec, Canard Illimité et ses partenaires ont investi au-delà de 235 millions en argent actualisé au Québec. Et cette image-là fait la démonstration que la restauration, c'est faisable. On a à peu près 250 sites qui ont été aménagés et protégés, et ça de l'Abitibi au lac Saint-Jean, en passant par la vallée de l'Outaouais, ainsi que la vallée du Saint-Laurent. Donc, est-ce que c'est possible de faire de la restauration? La réponse est oui. Cependant, pendant le temps qu'on a travaillé et on faisait de belles choses, nos amis les canards ont constaté différentes choses. C'est donc le message que ces jeunes-là nous ont envoyé, parce que la maman essayait de trouver l'endroit de prédilection pour ces jeunes, nous a amené à avoir notre premier enseignement qui était « C'est quoi l'avenir ?» Donc, si les milieux humides, c'est important, le premier enseignement que la famille de canards nous a dit, assurez-vous donc d'avoir une loi si c'est important. Premier enseignement, coché, on a eu notre loi. OK? Après la loi, là, il reste un peu de travail à faire avec les amis du ministère, mais essentiellement, la première étape est franchie. L'enseignement numéro 2, parce que là, l'idée, c'était pas de parler de politique, mais c'était de parler de restauration. La cohabitation. Dans la restauration, c'est possible. Première cohabitation que je vais vous montrer ici, c'est la cohabitation entre la faune, l'aménagement faunique et l'agriculture. Je prends quelques secondes pour vous montrer cette photo-là, parce que ça, savez-vous quoi? C'est un milieu qui est aménagé. Je sais que vous le trouvez beau, hein? Mais c'est vrai que c'est beau. Puis la restauration, ça peut faire de belles choses comme ça. Premier projet, c'est le projet du ruisseau Trépanier. Donc, le ruisseau Trépanier, on est le long de la rivière des Outaouais, entre Gatineau et le parc de Plaisance. Donc, c'est un territoire agricole,
en rive de la rivière des Outaouais, qui nous a permis de faire la connaissance de ce charmant couple-là. Hein? 6e génération d'agriculteurs. Ces gens-là étaient propriétaires de terrain et ils étaient devant un peu un cul-de-sac dans le but de pouvoir survivre de l'agriculture, de faire une agriculture durable, parce que mes amis, comme le monsieur se plaisait à les appeler, tes amis sont encore dans mon champ et ils me causent des dommages aux récoltes. Donc, il a appelé Canard Illimité et il a dit, est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose pour nous? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de regarder le dossier avec cette problématique-là, une problématique qui était associée, oui, à la bernache, de regarder le terrain de monsieur Bouchard, de la famille Bouchard était ici, la rivière des Outaouais est à votre droite, et ça, c'est la route 148. Donc, dans un contexte de planification, mais là, plus régional, on a regardé tout le territoire qui est ici, et à échéance, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est porté acquéreur de l'ensemble de ces lopins de terre-là. Les problématiques observées chez les voisins, je ne serais pas surpris d'apprendre que ça ressemblait pas mal à ceux-là de M. Bouchard. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait dans un premier temps l'acquisition, la protection de ces terrains-là. Ça s'est fait de gré à gré. Les gens ont été rencontrés. Et puis, pour ceux-là qui le connaissent, c'est monsieur mon patron, hein, M. Filion, qui a procédé, qui était l'agent négociateur. Donc, on a pu acquérir ça en échange de terrain pour consolider le territoire agricole de l'autre côté. Et de ce côté-ci, on s'est ramassé avec un lopin de terre qu'on a pu regarder avec une autre perspective. La perspective qu'on a fait, on a décidé de dire, bon, on a des bernaches, on a des dépressions, parce que vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous faire juste le après. Après, voilà qu'est-ce qui s'est passé. On a mis des milieux humides là-dedans, mais on a mis où les milieux humides? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a les dépressions naturelles qu'il y avait là, qui avaient été drainées au fil du temps. Ben, on a essentiellement rebouché, on a remis de l'eau là-dedans pour remouiller le territoire. Et sur les parties les plus hautes, qu'est-ce qu'on a fait? On a conservé en agriculture pour établir, non pas dans cet axe-là qui avait été divisé par le lotissement d'époque, mais sur l'autre côté, on a fait des grandes unités pour transformer ce territoire-là en pâturage communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est affairé à mettre des clôtures et puis à mettre des stations d'abreuvement. On a protégé, bien entendu, les milieux humides et on a protégé des bandes riveraines et on s'est adjoint les services d'experts. Parce que nous autres, Canard Illimité, on est-tu des experts dans les vaches? Non. On devient à côtoyer des experts. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait affaire avec des producteurs locaux spécialisés dans le domaine, dans le but de trouver une solution, à vrai dire, transformer cette fameuse problématique-là en solution pour ces agriculteurs-là qui pouvaient avoir accès à des terrains pour mettre leurs vaches, avoir des taux de location très compétitifs, puis en même temps, là, vous allez dire, ben, qu'est-ce que Canard Illimité peut bien faire à faire du pâturage dans toute cette l'autre côté? C'est que dans tout ce grand territoire-là, à l'origine, la problématique qui avait été observée, c'était les bernaches qui utilisaient le territoire pour venir s'alimenter. Donc, tout ce grand lopin de terre-là, ici, est actuellement offert pour la première coupe de foin, comme on se plaît à dire. Les premiers utilisateurs, c'est les bernaches qui vont venir manger le foin qui est ici. Ce qui fait que ça occasionne un délai d'accès aux champs pour les producteurs agricoles pour environ de 2 semaines que eux, après que ça a repoussé, ils vont amener leur bétail ici. Mais dans la région, tout ici en arrière, l'objectif, c'est de s'assurer que ces terres-là qui ont été achetées pour la conservation servent dans un premier temps à la bernage, donc délestent un peu les champs avoisinants, et soit à partir après ça, une fois que les bernaches, quittent, on peut arriver avec les vaches et sur le territoire. L'histoire de ça, qui était très sympathique, c'est dans l'épisode de la crise de la vache folle, les producteurs essayaient de faire, entre guillemets, leurs frais puis surtout leur argent avec leur bœuf. Un de nos producteurs a décidé, lui, dans cette crise-là, d'en faire un produit d'appellation régionale. Donc, il fait de boucherie lui-même, et sa marque de commerce, c'est que c'est du bœuf qui sont élevés sur des terres de conservation, sans hormones et compagnie, et cette personne-là utilise ces territoires-là, puis utilise ultimement un aménagement faunique pour en faire sa marque de commerce, puis vendre au détail chez lui directement. Donc,
Voilà pour ce qui est de notre enseignement numéro 2. L'enseignement 3, tout est possible. Donc, c'est faisable. Et ça, c'est faisable où? Là, on parlait qu'on était plus dans un contexte agricole. Mais ça peut également se faire en ville. Je vais vous parler du projet Ruisseau de Feu, qui est dans le secteur de Terrebonne, à l'est de Montréal, dans le territoire à M. Léger, qui est venu prendre le micro il y a quelques instants. Donc, voici un peu du haut des airs à quoi le territoire ressemble. C'est ce territoire-là ici qui a été aménagé. Juste ici, là, c'est là où c'est toujours congestionné tous les matins, là, depuis mon nom. C'est le pont Charles de Gaulle qui vous attend. Vous n'avez pas besoin d'être inquiet. Vous allez arriver tranquillement dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Dans les faits, c'est juste pour vous illustrer un peu le territoire. Puis là, on avait mis un couvert blanc cette journée-là. C'est dans les faits, grosso modo, ici, c'est un territoire qui est associé, pour du développement domiciliaire. Tout ce territoire-là, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'avant qu'on arrive, il était convoité, lui, ici, pour la même chose qu'ici. Là, on a fait une planification, on a établi un peu 100 hectares de territoire qui a été consenti à la conservation, le développement domiciliaire qui a été localisé ici. Et ce que vous voyez ici, c'est la fameuse digue qui est en construction en mode de travaux d'hiver. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend le matériel au niveau des fossés. On a fait du camionnage pour venir reconstituer une digue ici en matériel imperméable, de l'argile. Préalablement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut procéder au décapage du fameux topsoil, donc de la terre organique sur le dessus, pour rapidement recaper, remettre la couverture végétale, pour qu'au printemps suivant, s'assurer que le sol reste en place, bien entendu. Puis, petit clin d'œil aux aux espèces exotiques envahissantes. Si on laisse des terres à nu, soyez sûr d'une chose, que ces espèces-là sont devenues populaires pas pour rien. Fait qu'on est mieux d'être plus rapide qu'eux, si on veut. Donc ça, c'est une petite technique d'intervention. Donc, capacité portante des sols est de meilleure qualité l'hiver. Là, on fait pas de dommages à notre environnement. Puis, l'hiver, qu'est-ce qui se passe? La végétation fait dodo. Les canards sont où? Par là-bas. Puis, tout est en dormance, donc on dérange moins l'environnement. Ce projet-là, au-delà de le mettre en ville, on y a mis aussi une composante poisson. Donc, c'est devenu une grande pépinière ou une grande frayère pour les poissons, particulièrement perche chaude et brochet. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est bel et bien des bassins successifs. C'est la passe migratoire, qui a été établie à l'aval du marais. Ça, la digue commence ici, puis elle s'en va jusqu'à l'autre bout. Il y a eu un projet de maîtrise qui a été fait sur ces bassins successifs-là, dans le but de s'assurer de faire monter les poissons. Parce que là, on parle pas de saumon puis de truite mouchetée, là. On est vraiment dans des espèces avec des capacités natatoires. Ça vaut des points, ça, Scrabble. Plus faible que le saumon. On est dans... Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est qu'on avait 2 mètres de dénivelé, même plus, à faire monter les poissons. Tout ça par des petits seuils de 15 cm, parce que nos athlètes, c'est des petits athlètes. Donc, on a mis on a fait de la recherche, du suivi là-dessus, et on a réussi à former des bassins avec les attaques pour franchir les obstacles de façon la plus facile possible. On a mis des ordinateurs là-dedans, mis des tags des poissons, monte, descend, et on s'est tellement rendu compte que ça allait bien. Là, il faut que vous me croyez. Okay? C'est que la passe migratoire ici, c'est les poissons, même une certaine cohorte de poissons ont décidé de dire pourquoi j'irais dans le marais pour me reproduire. Dans un petit bassin ici, le numéro 6, là, super beau. Donc, on a vu des preuves et des confirmations de reproduction dans nos petits bassins, parce que les bassins ont 6 mètres par 8 mètres. Ceux-là qui sont habitués là, de voir des passes migratoires, là, on fait un dallo de quilles avec du béton, on met ça, puis on dit dans 50 pieds, tu verras monter ici. Ça, la recherche que tu nous as montré dans ces genres d'infrastructures-là pour ces cohortes de poissons-là, dans le milieu de la passe migratoire, les poissons décident d'abdiquer. Il dit, sais-tu quoi? Je pense que je vais ailleurs. Fait que celle-là, c'est une belle place. Tout le monde se reproduit là-dedans. Puis,
On a même ajouté un peu un défi. Ici, les poissons, ceux-là qui passent droite, ont accès à un marais peu profond d'environ 40 hectares. Et ceux-là qui vont tourner à droite ici, s'en vont dans une section marécage. Donc, en fonction si tu aimes plus le marécage ou le marais, tu vires à droite en montant ou tu vas droite en allant. Hein? Donc, dernière, vous avez presque fini dans mon temps, ça va bien? Pas trop déçu à date, mon Martin? Juste correct? C'est la hauteur de mes affaires. Donc, c'est une image vaut mille mots. Hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un développement domiciliaire qui était attendu. Regarde, il est arrivé là. Il est commandité par la NFL. J'ai vu le ballon de football. Super beau. Pas judo, il fait des belles choses là, dans le développement domiciliaire aussi. Hein? Donc, pour ceux-là qui n'ont pas vu, il est ici, le ballon de football. Donc, voilà le développement domiciliaire qui a pris place. Voilà le marais qui est aménagé. La passe migratoire, elle est juste ici. Et, c'est beau, hein? Oui. Y a-t-il de la mouche? Il n'y a pas de mouche. Tous les poissons mangent les mouches. C'est bien fait, c'est en équilibre. Hein? Puis Madame Chose ici, elle s'est acheté 2-3 tapettes à mouche aussi. Revenons au sérieux, ça. C'est en train de l'échapper. Là. Oui. À l'ordre, André. Donc, le développement domiciliaire il a pris place. La ville, M. Léger qui est à l'arrière ici, je vérifie avec lui l'investissement. On a fait de l'aménagement faunique. Et là, la ville est en train de mettre sur pied toute la mise en valeur, sentier. Ultimement, il va y avoir des tours d'observation. Il y a une piste cyclable qui est déjà aménagée. Ultimement, il y aura un centre d'interprétation pour que les citoyens d'ici, mais les citoyens de partout, si on veut, pourront avoir accès pour aller se sensibiliser là-dedans. Et on parle d'investissements là à la fin qui vont avoisiner les 5 millions d'investissements pour la question de la mise en valeur. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Puis on peut même faire, je sais qu'il y a plein de statistiques associées à la plus-value au niveau des domiciles qu'il y a ici, étant donné qu'on est à côté d'un parc, puis et ça a contribué également à augmenter la valeur de ces propriétés-là. L'enseignement 3, la folie. Quand, j'ai commencé la folie avant, finalement. Hein? Quand, la folie, pourquoi pas s'inspirer des grands? M. Einstein nous dit, la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Pour nous, ça veut dire quoi, ça? Pour moi, ça veut dire, il faut éviter de planifier un bon projet au mauvais endroit, ou à l'inverse, ou encore, de planifier un mauvais projet au bon endroit. Pour ce faire, la solution réside dans une excellente connaissance du territoire. Là, j'ai mis MRC, OBV, TCR. Là, Jean-Éric, je sais pas s'il est là. ZIP aussi. ZIP est là. Hein? ZIP est inclus. Les organismes du milieu sont là aussi. Les creux aussi sont là. Tout le monde est là. Combiné à l'utilisation de la meilleure technique par des spécialistes qui ont peut-être eu le privilège de faire des erreurs dans le passé, puis de savoir que ces erreurs-là, l'idéal, c'est de pas les répéter. Et voilà. Merci, M. Michaud. Geneviève. Pourquoi j'ai pas de souris? Ah, elle est là. Excusez. Hop. Geneviève, j'ai besoin d'aide. T'as besoin d'aide? Je vais t'aider. OK. Moi, je vais être gentil. Merci. On va reprendre. Donc, nous continuons. Marie-Claire Leblanc, professionnelle de recherche, groupe de recherche en écologie des tourbières. Marie-Claire Leblanc est diplômée de l'Université Laval en géographie et en aménagement du territoire. Elle occupe le poste de professionnelle de recherche au groupe de recherche en écologie des tourbières depuis 2010. Madame Leblanc a participé à la planification et à la supervision de nombreux projets de restauration de tourbières à travers le Canada. Dans le cadre des travaux du GRET avec l'industrie de la tourbe horticole, elle épaule les compagnies dans la conception et l'application de plans de restauration ainsi qu'au suivi sur le terrain. Responsable du volet de restauration des faines, elle s'affaire depuis quelques années à transférer les méthodes de restauration développées dans l'est du pays vers les provinces des Prairies. Madame Leblanc. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
Bon, alors moi, j'ai décidé de ne pas jouer au petit sac à blagues. J'ai décidé d'y aller pour... Hey, moi, c'était plate. Là, j'ai décidé d'aller avec un débit très rapide puis beaucoup de photos. Donc, si vous me suivez pas, levez la main. Pour ceux qui connaissent pas le groupe de recherche en écologie des tourbières, on est basé à l'Université Laval. C'est un groupe qui est dirigé par Lynn Rochefort et puis qui, depuis 25 ans, s'affaire à la restauration. En fait, on fait de la recherche sur la restauration et l'écologie des tourbières. Pour commencer la restauration, je ne peux pas passer à côté d'une définition. C'est quoi la restauration écologique? Là? Il y a mille et une définitions qui existent. Ce que je vais considérer dans ma présentation comme restauration écologique, c'est un mélange entre la définition de Limoges, qui est celle qui est utilisée dans les plans régionaux, puis celle du Society for Ecological Restoration, qui est celle que nous, on utilise le plus. Mais peu importe, là, tout ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'on veut jamais, en restauration écologique, retourner aux conditions initiales avant la perturbation. On veut jamais remettre l'écosystème original en place. Ce serait, c'est pas le genre d'objectif qu'on peut vraiment rattraper finalement. Donc, nous, dans les travaux qu'on fait, on veut toujours restaurer la caractéristique unique des tourbières, ce qui fait que c'est des écosystèmes qui sont vraiment essentiels, puis c'est leur capacité à accumuler de la tourbe. Après ça, on a d'autres sous-objectifs qui sont généralement d'augmenter la biodiversité, de ramener les conditions hydrologiques, capter le carbone. Ça peut être à des échelles de temps là, du court ou du long terme. Puis on peut aussi avoir d'autres objectifs qui sont plus locaux. On peut vouloir, par exemple, diminuer l'érosion sur un site, recréer un habitat pour une espèce spécifique. Puis ça va juste dépendre des sites puis des conditions vraiment locales. Aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est de vous montrer plusieurs types de restauration. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne passerai pas tous les projets parce que ça fait 25 ans qu'on fait ça, mais je veux vraiment vous montrer 4 principaux types de travaux qu'on réalise. Puis le premier, je ne pouvais pas passer à côté de la restauration des tourbières ombrotrophes parce que c'est ce qu'on fait le plus, c'est ce qu'on fait depuis le plus longtemps, puis c'est probablement ce qu'on fait le mieux. La restauration des tourbières ombrotrophes, donc les bogs, ça a été développé en collaboration avec l'industrie de la tourbe horticole canadienne. Ça a été vraiment développé dans un contexte qui était particulier à cette industrie-là, mais on réalise avec le temps, en travaillant sur d'autres milieux, que les concepts qui font qu'un projet de restauration va fonctionner ou pas, mais c'est toujours les mêmes finalement. Donc, je me permets de prendre quelques secondes, minutes de mon temps pour vous décrire la méthode qu'on utilise pour la restauration des bogs. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va récolter du matériel d'honneur. On va aller dans une tourbière naturelle qui n'est pas perturbée. On va ramasser du matériel là, de la végétation de surface. Bien sûr, on prend des ratios là, qui sont différents. Donc, on récolte généralement 1 mètre carré pour en restaurer 10. Je ne trouve pas des tourbières pour en restaurer d'autres. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans le site à restaurer puis on prépare la surface. On aplanit, on rafraîchit, on enlève les débris. On épand ensuite le matériel qu'on venait de récolter. On couvre tout ça avec un paillis protecteur. On fertilise pour essayer d'accélérer le processus, puis justement, ne pas inviter des espèces qui seraient indésirables. Puis finalement, on bloque les canaux de drainage pour remonter la nappe phréatique. C'est l'étape qu'on appelle le remouillage. Donc ça, c'est la méthode qu'on appelle la méthode de transfert de la couche mucinale qu'on a développée dans les 25 dernières années. De toutes ces étapes-là, il y en a 2 qui sont vraiment importantes dans tous les projets. Oh, excusez-moi, il faut que je vous dise, on a le même truc. Je vais passer rapidement sur les concepts de la restauration. Je suis pas en train de vous expliquer, c'est vraiment pas le but aujourd'hui comment on restaure une tourbière. Tout est décrit dans des guides qui sont disponibles sur notre site web. On fait des ateliers et compagnie, là, donc tout le comprenez pas, c'est vraiment pas grave, c'est parce que je passe trop vite. Donc, il y a 2 éléments de cette méthode de restauration-là qui sont vraiment essentiels à tous les projets de restauration. On veut, pour restaurer une tourbière, être sur un substrat tourbeux, de la tourbe de 30 cm ou plus. Ça prend ça. Le deuxième élément que ça prend, c'est il faut avoir un niveau d'eau près de la surface. Donc, on doit avoir la capacité d'avoir de l'eau en quantité et en qualité qui sont convenables à notre projet de restauration. Donc là, on continue avec ça. Là, je vais vous montrer un des sites qu'on a restauré. Ça s'appelle le site de Bois-des-Berces, dans le coin de Rivière-du-Loup. À gauche, ce que vous savez, c'est une tourbière qui n'a pas été restaurée. C'est un petit coin de la tourbière qu'on a laissé tel quel. 50 ans après avoir extrait de la tourbe, voilà de quoi ça a l'air. C'est sec, c'est pas végétalisé, puis quand il y a des plantes, c'est pas des plantes de tourbière nécessairement. À gauche, ce que vous avez, c'est 1 an après la restauration, donc après avoir appliqué toutes les étapes dont je vous ai parlé précédemment. On avait déjà un niveau d'eau qui était revenu, on savait déjà qu'on était sur beaucoup plus que 30 cm de tourbe, puis déjà, la végétation commençait à revenir.
16 ans après la restauration, mais voilà de quoi ça a l'air sur notre... Tu réutilises la même photo que tout à l'heure parce que ça, c'est vraiment notre site chouchou. C'est notre site de démonstration. 16 ans après la restauration, ben le couvert végétal est juste magnifique. On s'enfonce. C'est vraiment difficile de circuler. Le couvert de sphinx, le couvert de mousse est revenu. Puis on peut vraiment penser qu'on est dans une tourbière naturelle si on n'a pas remarqué les affiches à l'entrée. Un autre site qu'on a restauré, j'en prends un là, parmi tous les sites qu'on a, mais ça, c'est ça de Puxudi au Nouveau-Brunswick. 10 ans après sa restauration, là aussi, on avait des couverts végétaux là, qui étaient vraiment typiques de ce qu'on trouverait dans une tourbière naturelle, à quelques détails près, mais je veux dire, grosso modo, là, on s'enfargera pas dans les fleurs du tapis. C'est vraiment comme, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait avoir l'air dans une tourbière normale. Donc, nous, on considère que la trajectoire, ben, elle est repartie, puis que là, le site va se restaurer tout seul à partir de là. Au-delà d'avoir de la végétation qui revient, il faut aussi savoir que quand on restaure un bug, on se dit qu'entre 10 et 15 ans après la restauration, ces écosystèmes-là, ils recommencent à être des puits de carbone. Ils recommencent à capter le carbone. Puis ça, dans une optique de changement climatique, de diminution des effets des gaz à effet de serre et compagnie, mais c'est vraiment, vraiment précieux. Deuxième type de restauration dont je veux parler, c'est la restauration de type, la restauration de tourbières minérotrophes, les FEN. C'est un peu une excuse pour vous apporter la notion de quand on restaure un site, finalement, on veut pas nécessairement, comme je disais au début, on veut pas restaurer nécessairement ce qui était là avant. Ce qu'on doit faire, c'est vraiment bien caractériser le site parce qu'on va restaurer à partir des conditions résiduelles, donc les conditions qui sont apparentes sur le site au moment de restaurer. À titre d'exemple, là, les éléments qui sont vraiment intéressants quand on fait un plan de restauration, c'est de savoir c'est quoi la profondeur de tourbe qui reste, parce que ça nous prend 30 cm. C'est quoi la physico-chimie de la tourbe ou de l'eau? C'est quoi son pH à peu près, son électroconductivité? Puis la topographie, est-ce qu'il y a beaucoup de pentes, est-ce qu'il n'y en a pas? Bon. Ce que vous voyez là, c'est un site au Manitoba, un site d'extraction de tourbe, il est au Manitoba celui-là, il ressemble à ça en général. Et puis, après avoir caractérisé le site, ben, on s'est aperçu que finalement, le pH de 5.5, et ça, c'est pas des conditions de bug du tout. Ça, c'est des conditions de ferme. Si vous marchez dans un ferme, ben, vous allez trouver de l'eau de au moins, avec un pH d'au moins 5.5. Donc, même si, à la base, vu que c'est un site qui avait été extrait pour avoir de la tourbe, on sait que c'est un bug à la base, mais on va restaurer en ferme, parce que les conditions qui sont là, c'est celles qui permettent le développement d'espèces de ferme. Voilà. Fait que ça aussi, là, ça fait partie des petits éléments le plus techniques de la restauration, où est-ce qu'on coupe les pH, mais c'est tout dans les guides de restauration. Ce qui est important, par contre, de savoir, c'est quand excusez-moi. Ça, ben, c'est de quoi ça va l'air. Donc, on avait un site qui était juste plat avec pas grand-chose, puis on a fait des aménagements quand même considérables. Puis là, ce que moi, je voudrais apporter comme nuance ici, c'est que quand on fait de la restauration, et particulièrement dans des restaurations de milieux là, où est-ce qu'il y a des minéraux, où est-ce qu'il y a beaucoup de variabilité aussi sur le site, on peut se permettre de ne pas faire juste une intervention. Ici, ce qu'on a fait, entre autres, là, c'est que bon, on a fait des espèces de cellules en amis. On voulait retenir l'eau. Au Manitoba, là, la fonte des neiges est plus rapide. On voulait garder l'eau. On voulait pas que ça défasse tout. Bon, un petit peu, il y avait plein d'éléments considérés à ce niveau-là. On a aussi décidé de revoir toute la barre. Là, ça paraît pas beaucoup ici, là, mais on a éclairci la densité forestière. On a vraiment réaménagé les pentes qui menaient à la tourbière pour avoir une super bonne connectivité entre le milieu qui était restauré et celui qui n'était pas perturbé à côté. On veut pas que ce soit tranché au couteau, mais on veut qu'éventuellement, là, on s'aperçoive plus que c'était là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la connectivité entre ces deux milieux-là. Ce qu'on voit ici, c'est justement les opérations là, où on refaisait la pente d'un milieu à l'autre. Mais dans un autre type de restauration, on pourrait imaginer qu'on a tout pris plein de petites prescriptions locales comme ça. Et c'était le cas, en fait, dans notre projet aussi. On avait décidé de créer des mares, on a bloqué des canaux de drainage, on a fait des îlots de sol. Puis ça, on peut se permettre de faire ça dans un site de restauration. C'est pas obligé d'être une grande recette qu'on applique à un immense site. On peut y aller avec de la variabilité. Puis c'est un peu le côté créatif, finalement, de faire de la restauration. C'est entre autres, si vous connaissez le coin de Bic-Saint-Fabien, le Bic-Saint-Fabien, ça c'est la tourbière de Saint-Fabien-sur-Mer qui a été restaurée en 2011 et puis c'est vraiment l'approche qu'on a privilégiée. Une section de la tourbière qui a été restaurée en ferme. Il y en a un autre, on a restauré en bog, on a amené du matériel végétal. Il y a d'autres endroits où on a décidé de fertiliser pour être certain. Il y a un petit peu de fragmite dans le coin, on va tout de suite fertiliser un petit coin où est-ce qu'on veut être sûr qu'il y a un tapis végétal qui s'établissent puis qu'on n'ait pas trop d'espèces envahissantes. Puis un autre secteur qu'on a décidé de garder plus en lac, pseudo-marécage. On peut se permettre toutes ces choses-là.
Le troisième type de restauration qu'on réalise qui pourrait être inspirant pour vous autres, c'est celui des perturbations linéaires minérales. Là, je parle par exemple des routes qui seraient des routes qui seraient construites en tourbière, que ce soit juste des accès temporaires ou oups, on n'avait pas réalisé que c'est une tourbière, on a mis du gravier, des choses comme ça. Puis dans d'autres projets de recherche, nous, on travaille en ce moment sur un projet où on restaure une route en argile qui mène à des plateformes d'extraction pétrolière. Donc, c'est un peu le même combat. Là, on a du matériel minéral qui a été posé sur la tourbière. On imagine qu'au niveau de la végétation, c'est pas l'idéal, là, poussé en dessous de l'argile. C'est sûr que ça modifie aussi la connectivité d'un côté à l'autre du chemin. Des fois, on va avoir de l'inondation d'un côté, puis ça va être super sec de l'autre côté. Ça va changer la chimie. On a introduit des minéraux, c'est pas l'idéal. Fait qu'il faut vraiment être capable d'aller enlever ces chemins-là. On peut juste pas les laisser sur place. Par contre, là, il faut aussi faire preuve de bon sens, puis il faut pas que la solution qu'on applique soit pire que le problème qu'on avait. Donc, je voulais parler de la restauration par enfouissement, puis vous montrer que, au fond, c'est un moyen qui est quand même assez simple. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille toujours à reculons. Donc, on a la machinerie qui est toujours assise sur le matériel minéral qui reste là. On travaille par petits tronçons. Puis on recule à mesure que chaque tronçon est terminé. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, avec une excavatrice, on enlève le matériel minéral, on le met de côté. Après ça, on fait la même chose avec la tourbe qui est sous-jacente. Donc, on l'enlève, on le met à côté. On reprend le matériel minéral, on le cache dans le trou. Après ça, on couvre avec 30 cm de tourbe. Fait qu'on finalement, on a remis un substrat tourbeux. S'il n'y a pas eu d'autres perturbations, on peut imaginer que l'hydrologie va revenir. Fait qu'on a les deux éléments dont je vous parlais tout à l'heure. C'est important, bien sûr, de vérifier est-ce qu'il y a eu du drainage et des choses comme ça, mais c'est pas nécessairement des travaux qui sont hyper compliqués à réaliser. Puis, ça donne vraiment des bons résultats. La dernière étape ici, c'est la revégétalisation de la surface. On peut faire un peu comme je vous expliquais tantôt avec les sites d'honneur où on va chercher du matériel, mais on peut dire, bon, je vais prendre quelques pelletés ici, quelques pelletés là, saupoudrées, pour aider les espèces désirées à revenir, mais je veux dire, la technique de restauration, c'est pas obligé d'être beaucoup plus compliqué que ça. Puis c'est pas nécessairement de tout enlever puis de tout retirer du milieu. Des fois, ça fait juste beaucoup plus de sens de laisser ça sur place, mais de remettre à la surface les conditions qui vont faire qu'on va avoir une tourbière qui va revenir. Dans ce projet-là, mais 1 an après la restauration, on avait déjà plein d'espèces de tourbières. En fait, tout le couvert végétal, c'était des espèces de tourbières. C'est exactement ce qu'on voulait. On n'a pas eu d'espèces exotiques envahissantes qui sont rentrées. Le niveau d'eau est revenu par lui-même. On n'a pas eu de problème avec l'élévation qu'on suivait aussi. Fait que c'était juste des bonnes nouvelles, puis ça nous permet maintenant de recommander cette méthode-là. Enfin, le dernier exemple que je vais vous montrer, c'est la restauration par remouillage. Il y en a s'ils sont dans la région qui reconnaissent peut-être la Grande Plaie Bleue ici, qui est une grande tourbière dans le coin de Lévis. C'est 700 hectares de tourbière, puis qui avait été drainé par 2 canaux de drainage, dont un là, qui était majeur, pour des raisons historiques là, de développement de drainage et compagnie. Donc, sur cette tourbière-là, encore une fois, on ne voulait pas que les conséquences de la restauration soient pires que ce qu'on trouvait comme condition. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on a décidé de transporter, de construire des grands barrages qu'on allait remplir de tourbes, qu'on allait mettre en place, mais ils ont été construits à l'extérieur du site puis transportés par hélicoptère. Puis contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'était pas vraiment plus cher, c'était vraiment c'est plus facile de convaincre quelqu'un de conduire un hélicoptère que de conduire une machine sur une tourbière. Donc, il y a des travaux comme ça qui peuvent valoir la peine, même si on l'air colossaux, mais finalement, c'est pas grand-chose. On vient bloquer les canaux de drainage. Nous, en passant, on a un guide sur le sujet qui est disponible sur notre site web. Mais c'est pas des travaux qui sont vraiment majeurs. On veut remettre la nappe phréatique en place, on veut remonter le niveau de l'eau. Mais ça, c'est une méthode qui est utilisée énormément au Royaume-Uni. Ils sont en train de restaurer la majorité de leurs tourbières de cette façon-là, parce que les canaux de drainage, il y en a partout. Puis je suis certaine dans vos plans que vous allez faire, mais il n'y a pas probablement, c'est probablement des thématiques que vous allez vouloir aborder. Mais c'est vraiment pas si difficile que ça dans le cas de la restauration de tourbières. C'est pas l'eau qui manque normalement, c'est juste qu'il faut la bloquer, la laisser en place. Ça, c'est un autre projet où on avait décidé, par exemple, dans une tourbière, là, tantôt je parlais des restaurations de tourbières minérotrophes, des fermes, on a décidé d'appliquer cette méthode-là. Est-ce qu'on serait capable de tout simplement remouiller, donc de bloquer les canaux de drainage, même pas remettre de végétaux, voir si ça revient, puis la méthode semble prometteuse pour certains des projets qu'on a. Faut que je vous avoue, par contre, que la restauration de ferme, je disais, ça fait quelques années que je réalisais, tantôt en écoutant ma propre bio, ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, on n'a pas tout à fait fini.
mais tu sais, ça s'en vient quand même prometteur. Fait qu'on a besoin d'avoir plus de sites. Si jamais vous en avez, on est intéressé. Mais on a besoin de plus de sites de restauration de ferme, puis on a besoin de répliquer à plusieurs fois avant de pouvoir dire, ben on est totalement certain, comme c'est le cas avec d'autres méthodes, mais je veux dire, ça, pour l'instant, les méthodes qu'on applique, ça s'avance super bien. Donc, je vous recommande. Oui, le guide est là. Finalement, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment notre méthode de restauration de tourbière qu'on a développée. C'est intéressant parce qu'elle est applicable en tout ou en partie dans une variété de contextes. Elle a été développée pour l'industrie horticole, la tourbe horticole, oui, mais les concepts derrière, ben, ils s'appliquent à toutes les tourbières. Ce qu'il faut pas oublier, que ce soit dans un contexte de restauration ou de priorisation de sites, finalement, c'est que la tourbe résiduelle, on en veut, c'est ça une tourbière, il faut qu'il y en ait au moins 30 cm, puis il faut aussi qu'on ait la possibilité de remouiller le site en eau, en quantité puis en qualité. Tout ça, ben, j'imagine, en tout cas, j'espère que ça va vous amener une petite réflexion sur l'importance de conserver puis de restaurer comparativement à la création de milieux, de tourbières, excusez-moi. Pour d'autres types de milieux humides, je pense que la création, c'est vraiment pas un problème. Créer une tourbière, créer 130 cm de tourbe, créer de l'eau, c'est quand même pas si évident que ça sur des sites où est-ce que tout ça est disparu. Fait que peut-être, se rappeler de ça quand on priorise les sites à restaurer. Et puis finalement, je vais juste finir rapidement, là, pour illustrer ce que je viens de dire. Ça, c'est un site où est-ce qu'au Colorado, on a des collègues qui travaillent, M. Cooper et M. Chimler. Ils travaillent sur un site au Colorado où il va décider de faire un golf sur une tourbière dans les montagnes. Fait un golf, des stationnements, des petits chalets. Puis le gouvernement a dit, je suis désolée, mais sinon, vous pouvez pas tout détruire les milieux humides puis laisser ça comme ça. Donc, eux, ils sont allés pour une approche où est-ce qu'ils faisaient de la création de milieux humides parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien. Il y avait tout ce qu'il y avait. Dans certains autres endroits, mais il restait de la tourbe. Ils ont fait des tourbières, ils ont ramené des prairies humides, des petits fens, ils ont fait des mares et compagnie. Mais ces projets-là, ça a coûté 90 000 $ US l'hectare. Donc, je pense qu'on ne veut pas nécessairement se rendre là. Tout est pas... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de projets qui vont se faire, c'est ça. Donc, on disait tantôt, tout est possible. Oui, mais peut-être que prioriser, ça pourrait être une bonne idée aussi avant que ce soit fait. J'espère que vous aurez des questions. Sinon, merci beaucoup de votre attention. Merci Marie-Claire. J'imagine que ça a été plus facile de trouver un pilote d'hélicoptère qu'un gars de pelle pour enfouir de la roche en dessous d'une tourbière. Oui. C'est moins naturel pour eux autres, mettons. Donc, Madame Biron, professeure à l'Université Concordia, Madame Biron a une formation en hydrogéomorphologie et en géographie à l'Université de Montréal. Elle est professeure au département de géographie, urbanisme et environnement de l'Université Concordia depuis 1998. Ses travaux de recherche portent sur la restauration des cours d'eau pour l'habitat de poissons, sur la gestion durable des cours d'eau en milieu agricole, sur la cartographie des zones inondables et la modélisation hydrodynamique. Elle a notamment travaillé sur le concept d'espace de liberté des rivières qui inclut les milieux humides riverains. Merci. Je vais essayer de faire ça vite parce que c'est l'inconvénient de passer en dernier. J'ai l'impression de m'être fait un peu voler pas mal de temps. Alors j'avise aussi que j'aurai moins d'images spectaculaires de pépines qui rentrent dans les cours d'eau. C'est pas exactement ce qu'on prône. En fait, donc on est en milieu agricole et on parle beaucoup ici de milieux humides riverains. On est loin des tourbières aussi. Juste un mot pour expliquer qu'en fait, les milieux humides riverains, ils résultent de la dynamique de migration des méandres, en grande partie. Donc, à peu près tous les milieux humides qu'on retrouve viennent du fait que les rivières migrent latéralement et vont abandonner de temps en temps les méandres. On voit ça facilement sur les photos aériennes. On voit des recoupements récents quand on a des séries de photos historiques. Ça, c'est la rivière Mastigouche. Alors, ce sont évidemment des zones qui sont fréquemment inondées, qui ont une connexion hydrologique avec le cours d'eau, soit par la surface ou des processus souterrains. Donc, ils sont vraiment très préconisés en termes de restauration. Et ils font, comme c'est mentionné, là, on a travaillé beaucoup avec mon équipe et des collègues sur le concept d'espace de liberté. Donc, les milieux humides riverains font intégralement partie de cet espace-là, même de l'espace qu'on va dire minimal de liberté, donc qui est cartographié ici en bleu et en zone hachurée pour les milieux humides. C'est là où les processus fluviaux peuvent opérer. En milieu agricole, c'est pas une surprise, là, ça a été fortement modifié. Beaucoup de canalisation, on en a parlé ce matin aussi.
L'idée était d'évacuer l'eau le plus rapidement possible des champs. Le résultat, c'est qu'il y a environ 30 000 km de cours d'eau à méandres qui ont été linéarisés au Québec. On a un exemple à droite du ruisseau Richer, le parcours en vert de 1932 superposé à ce qu'il y a l'air d'une route, mais qui est en fait le parcours actuel, dans le coin de Saint-Marc-sur-Richelieu. C'est évident qu'il y a des conséquences de ces manœuvres-là pour les milieux humides riverains. L'abandon des méandres en soi, c'est une perte. La perte de végétation riveraine aussi, diminution de la longueur de cours d'eau, puis aussi une potentielle baisse de la nappe phréatique. C'est un exemple de la Petite Pot-au-Beurre dans la baie Lavalière, qui était fortement sinueuse, qui est devenue pas mal droite. Mais ce qu'on retrouve dans le lidar, c'est encore les traces de cette sinuosité d'antan. Ce qu'on oublie aussi trop souvent, c'est que les petits cours d'eau de tête là, qu'on trouve en milieu agricole, qui ont l'air de rien, ils font 1 mètre, 2 mètres de largeur parfois, en ordre de scalaire, les ordres 1 et 2, ben c'est 80% de la longueur en moyenne des rivières dans les bassins versants. Un exemple sur le bassin de la Des-Fèves ici, tributaire de la rivière Châteauguay. On a une vingtaine de kilomètres de cours d'eau principaux dans ce bassin-là, puis plus de 200 kilomètres de ces petits cours d'eau d'ordre 1 et 2. Mais qu'au bout du compte, oui, ils sont importants, même si on l'air de rien. Et c'est un peu ça l'objectif du projet, donc j'ai pas mentionné, mais c'est un projet qui est financé en fait par Environnement Canada, que je présente rapidement aujourd'hui, avec mon collègue Thomas Buffin-Bélanger de l'UQAR et ma collègue Marie Larocque de l'UQAM, où on essayait d'analyser le potentiel de restauration des fonctions écosystémiques de ces milieux humides riverains en milieu agricole, en se concentrant particulièrement sur 3 études de cas, donc de partir de ces trapèzes, là, c'est toujours la même forme partout, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Les 3 sites sont dans les Basses-Terres, Saint-Laurent, la branche 53 de Des-Fèves, donc le bassin que j'ai présenté. Ici, le premier site, la Petite Pot-au-Beurre, donc près de Sorel, Baie-Lavalière, et le ruisseau Martin, près de Victoriaville. Tous ont été linéarisés, donc dans tous les cas, il y avait du lidar, et c'est vraiment essentiel dans notre analyse. Et à chaque fois, on a pris un tronçon d'environ 1 kilomètre pour l'analyse. Là, j'ai absolument pas le temps de vous parler, je veux bien présenter des belles photos, là, mais j'ai pas le temps de présenter toutes les mesures de terrain qui ont été recueillies. Il y en a pas mal, niveau d'eau, topographie, piézomètre, stratigraphie, débit, température, caméra de chasse pour avoir des images en continu, des relevés de végétation, puis de qualité d'habitat. La branche 53, c'est le plus petit des sites avec une aire drainée de 2,4 km², très typique. Ça a été linéarisé en fait avant qu'on ait des photos aériennes, donc avant 1930. Dernier entretien 2013. Très classique, très petite bande riveraine, peu de diversité morphologique, à part autour de ça, c'est une forme glaciaire, en fait, un drumelin. Dans ce coin-là, on a quelque chose d'un peu meilleur. Il y a aussi une zone de résurgence, donc il y a un peu d'apport d'eau souterraine qui rend ça un peu plus diversifié. Petit Pot-au-Beurre, un peu plus gros, 8,6 km², ça a été linéarisé autour des années début 60. Dernier entretien encore là en 2013. Là encore, petite bande riveraine, peu de diversité, sauf là où il y a des boisés encore présents, complètement à sec en une partie de l'été. Puis on voit encore très bien dans le lidar les anciens méandres. Petit Pot-au-Beurre, on a vraiment ciblé un ancien méandre en particulier. Là, on le voit ici. En fait, il n'a pas l'air du tout d'être un ancien méandre maintenant, mais c'est ça qu'on essaie de voir. Est-ce qu'on a gardé la trace, finalement, de ces anciens méandres-là, même quand c'est plus du tout évident qu'il y en avait un? Donc, on voit ici la densité de mesures là, de piézomètres, de stratigraphie prise. Là, ça, c'est la vue de la photo. Donc, on regarde vers l'amont de cet ancien méandre qu'on voit sur la photo de 1964. Le ruisseau Martin, le dernier site, est un peu plus gros, 27 km². Ça a été linéarisé fin des années 50. Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que ça n'a pas été entretenu depuis. Je ne sais pas trop pourquoi, à vrai dire. Là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce coin-là, mais peu importe. C'est pour nous vraiment intéressant parce que là, on parle d'une possibilité de restauration passive ou d'analyser ça. Ça fait plus de 60 ans. Beaucoup d'embagues de bois, on voit par les photos, et 3 méandres en particulier qu'on a analysés, donc qui sont identifiés ici sur la photo de 1950, qu'on voit après, donc la linéarisation a eu lieu entre ces 2 photos-là. Et encore là, une assez bonne densité de mesures qu'on a pris dans ces anciens méandres. Ce qui nous permet, par exemple, d'analyser pour un événement, ça c'est un événement de l'automne dernier, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hydrologique. Puis on voit ici, là, en hachuré rouge, l'ancien bras de méandre, d'essayer de comprendre ce qu'on peut noter. Par exemple, ici, P3, on est à l'extérieur de la plaine inondable. Là, on voit qu'il n'y a pas du tout de connexion. C'est vraiment la nappe régionale. Alors que
les autres piézomètres répondent à cet événement-là, mais on voit que, par exemple, un piézomètre est assez proche du cours d'eau ici, mais à l'extérieur de l'ancien bras, se trouve être sous le niveau de la rivière et donc est comme non connecté au cours d'eau, tandis que pour une même distance, quand on est dans l'ancien bras, il y a une plus forte connectivité hydrologique. On le voit aussi si on regarde un événement ici de l'été dernier. Je sais que c'est un peu compliqué à lire, mais bon, il y a en bleu, c'est le niveau d'eau, et en brun, le niveau au sol. Et ce qu'on voit, c'est au début de l'événement, au pic de l'événement, ce qui est à noter, c'est que dans l'ancien bras, le niveau d'eau est revenu à la surface, ce qui n'est pas le cas autour du cours d'eau, et que ça reste assez élevé, même quand le niveau d'eau baisse dans le cours d'eau. Donc, c'est évident qu'il se passe encore quelque chose, là, que la nature se rappelle qu'il y avait un méandre là. Donc, l'ancien méandre se remplit et reste élevé, même quand le niveau d'eau baisse. Et dans la stratigraphie, ça c'est une stratigraphie du méandre sur la petite poteau beurre, même s'il y a en brun ici sur le dessus, c'est du remblai. Donc, il y a beaucoup de remblai. En gris, c'est beaucoup d'argile aussi dans ce coin-là. Mais on voit qu'il y a encore des dépôts fluviaux plus grossiers qui perdurent. Ça, c'était là où il y avait l'ancien méandre. Donc, il reste une trace dans le paysage, même quand ça a été fortement anthropisé. Et d'un point de vue des habitats, quand on regarde les deux sites qui ont été entretenus dernièrement, en 2013, donc des fèves et petits poteaux beurre, je passe les détails méthodologiques, mais on peut quantifier la qualité des habitats. En rouge, c'est pauvre, en vert, bon, et en bleu, très bon, exceptionnel même. Et on voit que c'est plutôt mauvais partout, à part ici, il y a une zone de résurgence un petit peu meilleure, mais c'est vraiment très peu d'habitats dans ces deux cas-là, alors que pour le ruisseau Martin, il y a vraiment des zones d'excellents habitats, donc en bleu, c'est assez intéressant de voir qu'ils correspondent les trois secteurs ici aux trois anciens méandres. Tandis qu'à l'amont, on est encore dans la forme trapézoïdale, en rouge, très peu bon, puis à l'aval, en fait, c'est naturel, donc bleu. J'insiste sur les débris ligneux dans le ruisseau Martin, parce que quand on regarde des photos comme ça, c'est pas du tout l'image qu'on a d'un cours d'eau en milieu agricole, puis je sais qu'il y a beaucoup de règlements municipaux qui forcent l'enlèvement des débris ligneux, mais c'est ça qui procure un bon habitat. On n'insistera jamais assez sur la pertinence de la végétation, même si c'est en conflit direct, on en convient, avec l'agriculture, quand l'agriculture est très très proche des cours d'eau. Mais ça a l'air de ça, donc ce cours d'eau-là qui a été linéarisé il y a 60 quelques années. Il y a eu par ailleurs un relevé de végétation donc fait par une biologiste qu'on avait engagée pour les trois sites. Là, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais en vert, un peu fluo. On a combiné ça, là, tout ce qui était marais et marécage, végétation, donc de marais, marécage et type de sol aussi. On voit qu'il n'y en a pas beaucoup pour des fèves et petits poteaux beurre, un peu dans les secteurs boisés, assez restreints dans les deux cas. Alors que dans le ruisseau Martin, ce qu'on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est à peu près l'ensemble de la plaine inondable qui est caractérisée par une végétation marais ou marécage, arbustif ou herbacé. Donc, c'est vraiment une différence majeure entre ces sites. Et que c'est certain que le ruisseau Martin démontre un fort potentiel de restauration, même si les anciens méandres comme tels ne sont pas présents comme tels, ne sont plus connectés directement. Ils restent par des processus souterrains et même de surface pendant les événements. Beaucoup cette connexion-là et énormément de diversité de végétation. Si on revient à la rivière Petit Poteau beurre, ben, le fait que ce soit cultivé avec très peu de bandes riveraines, et c'est un euphémisme, c'est sûr qu'on n'a pas d'espace d'inondabilité dans ce cas-là. On n'a pas non plus laissé l'espace de mobilité avec le tracteur qui est responsable, selon moi, de cette érosion de berge en passant si proche. Alors que le même Petit Poteau beurre, là, quelques centaines de mètres en aval, a l'air de ça. Là. Donc, c'est faux de voir que les cours d'eau agricoles, il n'y a rien à faire avec ça. Il y a un potentiel, mais il faut juste donner un peu plus d'espace qu'il y a là. Donc, il y a des solutions et on peut modéliser un peu le potentiel de reméandrisation, soit par une restauration passive ou active. Passive, comme on l'a vu sur le ruisseau de Martin. Active, comme ça pourrait être le cas sur la Petite Poteau beurre, notamment à cause de tout le remblai. Il faudrait peut-être aider un peu à reconnecter si on voulait que ça fonctionne un peu plus rapidement. Ce qui est très bien avec les lidars, c'est qu'on les voit. Là, on voit bien que le cours d'eau principal a été linéarisé avec le coude suspect à 90 degrés ici. Mais on voit vraiment bien qu'il y avait des anciens méandres. C'est assez simple à partir du lidar de retrouver
c'est quoi ces zones-là. Fait qu'on pourrait, au lieu d'avoir une bande riveraine fixe de 10 mètres ou 15 mètres, de juste adapter cette largeur-là à la largeur réelle des anciens méandres. Donc, élargir la bande riveraine pour favoriser cette migration et la connectivité latérale. Puis une reconnexion qui permettrait l'utilisation des anciens méandres. Je veux juste mentionner, la semaine passée, je suis tombée sur un article qui est sorti dans Science of the Total Environment. Vous voyez certainement pas le titre, mais ça s'appelle une restauration passive dans un corridor, l'équivalent un peu d'un espace de liberté en Pologne. Je veux juste mentionner que c'est en milieu agricole, c'est assez évident. On parle de 2009 à 2017. Ici, on note tout l'espace qui a été redonné. Donc, c'est possible, ça existe. Puis ça, c'est à beaucoup plus large échelle. Là, le cours d'eau est peut-être une 50aine de mètres ici. Puis c'est beaucoup plus dynamique, c'est en milieu montagneux. Donc, ça s'est passé très vite. Mais ça se fait, par ailleurs. Donc, donner cet espace-là, même en milieu agricole. Très rapidement, parce que je sais qu'on manque vraiment de temps, là, on a aussi, il y a des possibilités. Ce matin, il y avait une question à propos de est-ce qu'on peut prévoir un peu le futur? Il y a des modèles qui existent, mais là, je me sers avec un bémol parce que ce modèle-là, on l'a utilisé à quelques reprises, là, RBR Meander. C'est pas le modèle qui va précisément nous dire ce qui va arriver, mais on peut se servir de modélisation pour voir, ben, dans les décennies à venir, qu'est-ce qui pourrait se passer selon différents scénarios, dont, entre autres, changer le débit. C'est une option. Donc, pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver comme reméandrisation si on laissait la rivière aller. J'ai pas le temps de parler de ça plus en détail, mais il faut faire attention que c'est pas la panacée non plus, là. La modélisation a ses charmes, mais ses inconvénients aussi. Alors, rapidement, en conclusion, ben, les méandres abandonnés qui ont été linéarisés, ils sont, même si ça a été fortement modifié pour des fins agricoles, il reste un potentiel de connectivité beaucoup plus élevé avec le cours d'eau que le dépôt régional. Donc, il y a quelque chose à faire là et on peut engendrer une série d'effets positifs sur l'écosystème riverain. C'est vraiment des concepts de développement de projets durables. S'il y avait un méandre à la base, la nature est déjà là. On est à peu près 100% sûr que ça va fonctionner dans ce contexte-là. Puis on peut viser donc une augmentation de superficie de plaine alluviale qui serait protégée par un cumul de ces méandres abandonnés qui seraient restaurés. Ça nous rapproche de nos objectifs à plus long terme, à plus large échelle. Là, puis ça nous rapproche certainement du concept d'espace de liberté. Alors voilà, merci. Merci infiniment pour votre efficacité et pour la clarté de vos propos. C'était, ça illustre tout le potentiel en fait que pourrait ouvrir ce fameux programme de restauration et l'idée de planifier des opportunités de restauration à partir des plans régionaux. Donc il nous reste 5 minutes s'il y a des gens qui ont des questions.